Eh bien, bonjour et rebonjour à toutes et à tous. Donc, pour cet après-midi, nous aurons le plaisir d'accueillir Juliette Fuanduri. Juliette est professeure de littérature générale et comparée au laboratoire IRIS, Université Sorbonne Paris-Nord, et travaille en particulier les relations entre littérature et mythe, littérature et philosophie, et littérature et psychanalyse. Sa thèse de doctorat portait sur le meurtre du père et les sources littéraires de l'invention de la psychanalyse freudienne et pour son HDR, et s'est consacrée au dionysisme, s'inscrivant dans le domaine de l'anthropologie littéraire. Membre du conseil scientifique du GIS Jeux et Société, elle poursuit actuellement des recherches sur le jeu et la créativité. Elle vient aujourd'hui nous partager ses travaux sur Rouletabille, Lupin, Holmes, Poirot, 4 manières de trouver la lettre volée. La parole est à toi. Merci Lichao, merci à vous dans la salle et vous qui êtes derrière la caméra et qui m'entendez bien, je l'espère. Alors, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Joseph Joséphin dit Rouletabille et Hercule Poirot sont 4 personnages de ce que l'on appelle en français le roman à mystère ou le roman à enquête ou encore le roman de détection et que l'on désigne le plus souvent, même en France, par l'expression anglaise detective novel. Par ailleurs, leurs 4 noms sont passablement ridicules, vous le remarquez, on pourra y revenir. Le detective novel est un sous-genre du vaste genre du roman policier, très polymorphe. Donc c'est un sous-genre qui s'est développé principalement en gros du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle. Le modèle de Sherlock Holmes, de Arsène Lupin, de Joseph Rouletabille et de Hercule Poirot est un certain chevalier Auguste Dupin, dont le nom ne figure pas dans la liste, mais cela correspond bien à son caractère que d'être présent sans être là, et qui a été créé en 1844. Dans un texte qui constitue la source première des detective novels et qui est une nouvelle de l'écrivain et critique américain Edgar Allan Poe, dont la traduction de Baudelaire dans les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires a fait la fortune en France. Poe a été longtemps davantage reconnu en France qu'il ne l'était aux États-Unis. Il est vrai cependant que cela a un prix et que le lectorat français découvre un Edgar Allan Poe très baudelairien, qui n'écrit pas tout à fait dans la langue d'origine. Poe avait une manière d'écrire beaucoup plus sobre. Ce premier texte, à l'origine du detective novel, du roman à mystère, ce texte dans lequel apparaît le chevalier Auguste Dupin, est donc un récit, une nouvelle que nous connaissons en français sous le titre, devenu célèbre, de La lettre volée. En anglais, cela donne The Purloined Letter. Et le mot purloined, vous le sentez, est un mot inhabituel, inusité, en anglais archaïque. On entend avec l'oreille française loin. On pourrait dire quelque chose comme la lettre déplacée, la lettre pourchassée parce qu'elle a été bougée, la lettre que l'on cherche à retrouver, la lettre éloignée. Et ce titre, la lettre volée ou la lettre éloignée, nous indique tout de suite l'enjeu de ce texte. Il s'agit effectivement d'abord d'une lettre volée, d'une missive, d'une lettre bien réelle, dont le contenu va rester toujours ignoré, mais métaphoriquement, on pourrait dire à la lettre pour faire un jeu de mots, il s'agit de la signification, du sens que l'on peut donner à un acte, à une enquête et à une lecture comme interprétation. De quoi nous parle la lettre volée? D'une nouvelle manière d'interpréter. On nous donne à voir une interprétation, l'enquête, le lecteur
interprète avec l'enquêteur, fait sa propre enquête, et le critique va également mener une enquête sur cette double interprétation. C'est une mise en abîme, véritablement, dans la littérature policière à mystère, de l'interprétation de l'exégèse. Tel est the name of the games, dirait le groupe ABBA. Vous voyez que j'ai des références. C'est cela le nom du jeu. Le jeu qui se joue dans le roman policier, c'est le jeu de l'interprétation. Et à partir de la lettre volée, il prend une toute autre tournure. On s'éloigne à ce moment-là, en effet, on est en 1844, radicalement de l'herméneutique épiphanique chrétienne. Dans l'épiphanie, on a un signe, l'étoile, qui désigne un acte, la venue des rois mages, et qui témoigne d'un sens profond, il est né le divin enfant. Et on s'éloigne tout aussi bien du mythe de la caverne, du mythe platonicien. Dans la lettre volée, nulle ombre projetée ne renvoie à nulle lumière de vérité. Ces systèmes de référence, ces manières de se représenter l'interprétation et de la faire fonctionner ne fonctionnent plus. Donc plus de mythes de la caverne, mais pourtant deux mythes qui sont encore bien présents et à l'œuvre à bas bruit dans la Nouvelle de Poe et à sa suite dans tous les detective novels. Il s'agit du mythe d'Œdipe, bien sûr, cet antique tyran qui se découvre incestueux et parricide, bref, qui découvre qu'il est le coupable, après qu'il a accepté de mener une enquête pour découvrir la cause de l'épidémie qui sévit à Thèbes. En ces temps d'épidémie, évidemment, on lit de manière tout à fait différente la tragédie de Sophocle. La vision analogique du monde se révèle dans cet univers tragique où le meurtre est une souillure qui contamine la cité et génère l'épidémie, et l'enquêteur Œdipe est un pharmakos. C'est-à-dire un médicament, celui qui va porter le sens de la faute et de la catharsis et de la purgation, et le criminel va être traité en bouc émissaire, envoyé en exil. On m'entend mal? Envoyé en exil. Second mythe, moins familier peut-être que le mythe d'Œdipe, mais tout aussi présent dans la littérature policière de cette époque, le mythe de Thésée combattant le Minotaure, ce monstre mi-humain, mi-animal, après qu'Ariane lui a donné un fil pour qu'il ne se perde pas dans le labyrinthe. Les questions de l'animalité, les représentations métaphoriques du fil et du labyrinthe vont abonder dans cette littérature. Bien des enquêteurs du roman policier seront interprétables en Œdipe et bien des enquêteurs erreront dans le labyrinthe. Le campus Condorcet serait parfait pour mener une enquête criminelle, hein, vous avez remarqué, n'est-ce pas Bernard? Les romans policiers constituent en effet un genre très largement urbain. La ville dans laquelle il se déroule est toujours une ville morcelée, labyrinthique, écrasée d'un soleil éblouissant ou, le plus souvent, trempée de pluie. Qu'importe, ce qui compte, ce n'est pas tant le soleil ou la pluie que l'éclat qui est généré et que revêt alors chaque chose. Cette ville est souillée par la présence d'un meurtrier, trouée de lieux de départ, de gares, de transport, qui ne permettent cependant jamais de s'enfuir. Dans le roman à mystère, dans le detective novel, le plus souvent, l'action se déroule dans des campagnes, dans des villages ou dans des maisons de maître. On pense par exemple au glandier du mystère de la chambre jaune ou à la demeure de Styles dans la mystérieuse affaire éponyme. Il n'en reste pas moins que le décor déconcerte, dérobe et emprisonne. Qu'il soit rural, qu'il soit citadin, le décor est morcelé et labyrinthique. Ainsi, le detective novel est-il à la fois une démythification, on démythifie le mythe de la caverne, et un jeu de rôle dans lequel le détective répète le geste mythique d'Œdipe et de Thésée. Un autre jeu est également à l'œuvre dans le detective novel, c'est le jeu par excellence, the game, la chasse en anglais. Car, comme le démontrait à l'envi Jean-Claude Vareille dans Filature, itinéraire à travers les cycles de Lupin et de Rouletabille, l'enquêteur
est très régulièrement représenté comme un chasseur, voire comme un chien de chasse, et il n'est pas rare qu'on lui attribue du flair. Ou bien à l'inverse, dans des versions plus tardives, par exemple, le commissaire Maigret sera toujours enrhumé, jusqu'au moment où il va pouvoir retrouver son odorat et trouver la solution de l'énigme. Donc, l'enquêteur est un chasseur, voire un chien de chasse, et le criminel est une proie sauvage, il est un animal sauvage, le plus souvent un loup ou un renard, une bête féroce que l'on doit poursuivre. L'interprétation de ces jeux, que ce soit le jeu de rôle mythique ou le jeu de la chasse, conduit immanquablement le lecteur et le critique à repérer un double jeu, le double jeu que jouent les personnages dans le roman policier. Prenons le premier d'entre eux, le chevalier Auguste Dupin, le personnage d'Edgar Poe. Ne combat-il pas un certain D? L'ennemi combattu est désigné par la seule initiale de son nom, D. Nous ne connaîtrons que cette initiale, mais cette initiale suffit bien sûr à faire de D un frère ou peut-être un double de Dupin. D, c'est l'initiale de Dupin lui-même. D'ailleurs, la chute de la nouvelle le suggère, qui cite l'attrait et un combat fratricide. Sherlock Holmes, le personnage d'Arthur Conan Doyle, ne se confond-il pas avec Moriarty, son ennemi de toujours? Dans les chutes, au moment de la mort supposée de Sherlock Holmes, ils combattent tous deux, ils disparaissent tous les deux dans l'eau, ils meurent, si j'ose dire, comme un seul homme. De toute façon, Sherlock Holmes est déjà une figure doublée par son compagnon, le narrateur, son ami, le docteur Watson, dont on remarque que la profession le porte à interpréter les signes et poser des diagnostics. Hercule Poirot, le personnage d'Agatha Christie, a lui aussi son ami narrateur, d'ailleurs conçu en imitation au docteur Watson, le non moins célèbre Capitaine Hastings. Le capitaine est davantage porté à monter des stratégies de combat que des interprétations. Même dans les stratégies de combat, parfois, sa perspicacité laisse à désirer. En tout cas, il n'en est pas moins un narrateur intéressant et un double intéressant faisant contraste avec Hercule Poirot. Quant à Rouletabille, Joseph Rouletabille, le journaliste du mystère de la Chambre jaune et du parfum de la Dame en noir, il ressemble à Larsan, le méchant, le criminel, comme un fils à son père. Le detective novel est donc un jeu de dupes auquel nous fait jouer le détective, au premier rang desquels, bien sûr, Dupin. Et il y a un jeu de mots à n'en pas douter avec son nom. Il s'agit d'un jeu de miroir réfléchissant. Ces textes dont la forme et le mystère et la source, la lettre volée, changent, on y revient, les règles du jeu de l'interprétation. Car ce que raconte la lettre volée, c'est la répétition, Lacan y insistera beaucoup, la répétition du vol d'une lettre compromettante, une fois par D, le vil ministre, une seconde fois par Dupin, le noble enquêteur. Donc, répétition du vol d'une lettre compromettante pour une dame et répétition de la dissimulation de cette lettre à 2 reprises par le même procédé et qui à chaque fois réussit. La lettre est mise en évidence, laissée aux yeux de tous pour ne pas être trouvée. Une fois elle est posée sur la table, une fois elle est carrément accrochée au mur. La nouvelle de Poe, nous disent Lacan puis Derrida qui s'y sont intéressés, déplace le signe en surface. Cette opération herméneutique particulière, ce changement du paradigme de l'interprétation, c'est le déplacement du signe en surface dans un pli de la surface. C'est une simplification. Poe renonce à situer la recherche du sens dans la profondeur. C'est pourtant une métaphore qu'on va trouver beaucoup chez Freud, par exemple, qui était passionné d'archéologie. Donc, on renonce à interpréter par la profondeur, on renonce à interpréter par la complexité. En ce sens, le titre original était plus fidèle au projet de l'auteur. La lettre est déplacée, éloignée, non pas absente, ni cachée, ni disparaît. Le sens va alors se trouver dans les detective novels
plutôt que dans le fond des choses, y compris dans le bas-fond, dans les restes, dans les déchets, ici représentés par la lettre froissée et roulée en boule, dans ce qui est d'habitude trop trivial pour qu'on y prête attention, et dont les indices, si familiers de tous les lecteurs de romans policiers, seront le signe. Plus encore, l'interprétation devient un acte performatif, dirait Lichao. Le crime est une interprétation, l'enquête est une interprétation, et surtout, l'interprétation devient un antagonisme entre criminels et enquêteurs, entre narrateurs et lecteurs, qui se livrent un combat d'interprétation. La lettre volée fait de l'interprétation ainsi redéfinit l'objet de son intrigue, celui de l'enquête de Dupin, celui de l'enquête du lecteur identifié à Dupin, celui du critique interprétant l'interprétation d'une interprétation. C'est une véritable mise en abîme, pour parler comme Gide, de l'acte interprétatif qui caractérise les romans à mystère. Une caractéristique commune et supplémentaire de ces romans trouve son origine dans la lecture que Poe, qui est souvent décrit comme l'auteur romantique américain par excellence, fait de Coleridge, et en particulier de la distinction que ce dernier opère entre fancy et imagination. Car si le roman policier, comme le jeu, relève bien de l'imagination et en appelle à elle, il n'en reste pas moins que la place que l'imagination occupe dans le bridge ou le jeu d'échecs n'est pas celle qu'elle a dans les jeux d'enfants, par exemple, et on dirait que je serais le médecin, et on dirait que tu serais la marchande, etc., etc. On ne parle pas de la même imagination, et Coleridge les distingue. Poe, reprenant cette distinction, décrit Dupin comme un personnage qui fait appel à son imagination et non pas à sa fancy. Imagination étant définie comme une capacité d'imaginer constructive, créatrice, libérée des préjugés et des croyances, une capacité à se représenter ce que l'on ne peut ni voir ni savoir. Les policiers, dans la lettre volée, en revanche, échouent à retrouver la lettre parce qu'ils se laissent aller à leurs préjugés. Une lettre qu'on ne doit pas trouver doit être cachée. Donc, cette lettre est cachée. Donc, je la cherche quelque part où elle pourrait être cachée. Ils se laissent embrouiller par ce qu'ils pensent voir, par ce qu'ils veulent voir, par leur propre brouillard, leur fancy. Le fameux élémentaire, mon cher Watson, devenu si célèbre, alors que Holmes, en réalité, ne le prononce que 2 fois dans toute l'œuvre de Arthur Conan Doyle, dont une fois dans Le Chien des Baskerville, ne signifie rien d'autre que cela. Watson croit voir dans ce roman un chien fantôme parce qu'il s'attend à la réalisation d'une prédiction, d'une malédiction ancestrale. On lui a dit qu'il y aurait un chien fantôme, donc quand il voit le fantôme d'un chien, c'est un chien fantôme. Holmes voit dans le chien fantôme un chien recouvert de matière fluorescente. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas lu ces romans, j'ai l'impression de tout gâcher depuis le début, de vous dire la fin, mais vous l'aurez oublié, ça mérite de lire tout de même. Même si le recours à l'imagination et le renoncement à la fancy réunit les 4 personnages de mon titre, Holmes, Lupin, Rouletabille et Poirot, plus un, le fameux caché toujours déjà là, Dupin, il n'en reste pas moins que la manière diffère d'un de ces enquêteurs à l'autre. Chacun, pourrait-on dire, interprète l'interprétation à sa manière. Chacun joue sa partition différemment. Holmes a été créé par un auteur médecin, qui était un médecin et même qui avait fait une spécialité en ophtalmologie, donc la vision, ce qui se voit ou pas, cela le préoccupait beaucoup. Mais figurez-vous qu'il croyait aussi aux forces occultes. Il croyait aux fées, il croyait qu'il était possible de parler avec les morts, il avait vécu une série de deuils, et c'est la raison pour laquelle Arthur Conan Doyle a été longtemps interdit dans l'ex-URSS, parce que son œuvre était associée à l'occultisme. Donc, Holmes est créé par un médecin, mais un médecin qui croit aux forces occultes, et il est inspiré par un médecin réel, un médecin écossais qui s'appelait le docteur Bell,
dont le talent sémiologique était prodigieux. Holmes tient donc à la fois du médecin posant un diagnostic, comme son auteur, comme son modèle dans la vie réelle, et dirions-nous aujourd'hui de la banque des données. Il serait peut-être décrit comme un HPI, un haut potentiel intellectuel aujourd'hui, ce violoniste cocaïnomane qui ne sait rien de la vie ordinaire et qui sait tout des cendres de cigares. En tout cas, il est une sorte de banque de données humaine et il parcourt, sous la plume de son auteur, par son imagination, renonçant à sa fancy, le chemin qui va de la croyance à la science. C'est donc paradoxalement, si on ne connaît pas bien la nature de la littérature, sinon ça surprend moins, c'est paradoxalement dans ses romans, dans ses fictions, qu'Arthur Conan Doyle renonce au surnaturel et fait le choix de la science. Lupin, Arsène Lupin. Alors en France, on le connaît bien, c'est le gentleman cambrioleur. Quand il commet un crime, parce que je le présente avec les enquêteurs, mais il est tout autant criminel qu'enquêteur. Vraiment, la duplicité du personnage est évidente. Quand il commet un crime, il le fait comme un ingénieur. Il y a toute une ingénierie du crime chez lui, ou bien encore comme un metteur en scène de théâtre. Les deux réunis, et c'est comme cela qu'Arsène Lupin réussit à duper tout le monde. En revanche, en tant qu'enquêteur, il se fait historien, voire préhistorien. C'est comme un spécialiste des sciences humaines qu'il résout les plus grandes énigmes de l'histoire de France. J'en veux pour exemple, parmi tant d'autres, son intervention dans l'île aux 30 cercueils en 1919 ou dans l'Aiguille creuse, dans laquelle il retrouve le trésor des rois de France caché quelque part. Joseph Rouletabille, le journaliste, doit, pour interpréter correctement, accepter de savoir ce qu'il sait déjà, mais qu'il refuse d'admettre. Il faut dire que sa situation n'est pas simple. Lui, l'enquêteur, est à la fois le fils de la victime et le fils du meurtrier. Comment le sait-il? Par une sorte de leitmotiv, deux bouts de phrases répétés à l'envi dans le texte. Le presbytère n'a rien perdu de son éclat, ni le jardin de son attrait. Par le bruit de la canne de Larsan, son ennemi, qui lui évoque quelque chose qu'il ne comprend pas, et par le parfum de la dame en noir, cette femme qu'il a connue enfant et qu'il n'identifie qu'en aveugle, que par l'odeur délicieuse qui l'entoure et qui l'accompagne. Donc Rouletabille, pour interpréter correctement, doit accepter de savoir ce qu'il sait déjà, sans le savoir, et il doit surtout renoncer, au moins momentanément, à être le journaliste qu'il est. Il doit renoncer à le faire savoir. Ce savoir qu'il acquiert par l'interprétation, c'est un savoir qui ne peut être partagé. Partager l'information, c'est faire mourir une seconde fois la victime. Hercule Poirot, enfin. À quoi doit-il renoncer? Eh bien, à être commissaire. Souvenez-vous qu'Hercule Poirot est un commissaire en Belgique. Il doit donc renoncer à s'intéresser aux indices et aux procédés d'identification qui sont en train de se développer très largement à cette époque, pour ne plus se fier qu'à son imagination. Agatha Christie n'emploie pas l'expression de Coleridge, elle appelle cela, vous le savez, les petites cellules grises. Hercule Poirot est quelqu'un qui résout les enquêtes sans bouger de sa chaise, simplement en réfléchissant. Il doit également renoncer à une autre chose. Il doit également renoncer à s'intégrer en Grande-Bretagne. Il ne pourra pas devenir anglais, il ne peut pas le devenir. Il ne pourra pas le devenir parce que ses moustaches sont trop voyantes, parce que ses chaussures brillantes sont trop étroites, parce qu'il est trop vantard et pas assez sobre. Mais surtout, il ne pourra pas le devenir parce qu'il doit rester un alien, quelqu'un qui n'a pas le même regard, quelqu'un qui a une mise en perspective, qui peut introduire une relativité, quelqu'un qui a un regard surplombant. Car c'est bien un télescope plutôt qu'un microscope qui est nécessaire pour interpréter les romans policiers après la lettre volée. Ces romans, ces textes donnent à voir à qui prend du recul,
à qui change de perspective. Le premier roman policier d'Agatha Christie est né d'un jeu, en fait. C'était un jeu. Il est né d'un pari qu'Agatha Christie a fait avec sa grande sœur, qui l'a mise au défi d'écrire un roman policier dont le lecteur ne trouverait jamais le fin mot de l'énigme, quand bien même il disposerait honnêtement de toutes les informations nécessaires pour ce faire. Dans La mystérieuse affaire de Styles, qui est le roman né de ce pari et qui a été écrit en 1917, même s'il n'a été publié que 3 ans plus tard, Agatha Christie applique donc exactement le principe de la lettre volée. Figurez-vous que le criminel, c'est celui qui, pendant tout le roman, a essayé de se faire passer pour le criminel et celui dont on a pensé dans tout le roman qu'il était bel et bien le criminel. Eh bien, c'était lui le criminel. Hein, c'est vraiment le principe de la lettre volée. Ensuite, à partir de cette logique ludique, en quelque sorte, de l'enquête, elle a décliné toutes les configurations possibles du detective novel. Le criminel, par exemple, a été le narrateur. Ça a fait un scandale. C'est l'histoire du meurtre de Roger Ackroyd. Quand le narrateur est le criminel, évidemment, il est le maître des informations qu'il donne ou qu'il ne donne pas. Le criminel est une des victimes dans 10 petits nègres. Vous savez, le criminel, c'est le juge, il a fait un enregistrement qui lui survit mécaniquement et il a été tué dans la liste des victimes entre-temps. Tout le monde est criminel. C'est le cas du meurtre de l'Orient Express. Personne n'est criminel. C'est le cas de Carte sur table, dans lequel l'homme qui a été tué, Shaitana, en fait s'est suicidé en invitant à sa table de jeu des criminels. Donc la salle est pleine de criminels et le crime est un suicide, fabriqué par un joueur dans Carte sur table. Donc Agatha Christie déploie toutes les possibilités logiques jusqu'à ce que Borges, l'écrivain argentin, dont vous n'aviez peut-être pas songé à me voir sortir son nom du chapeau, ne mette délibérément, explicitement un terme à ce petit jeu et ne signe la fin des possibilités théoriques du detective novel. Après lui, on peut écrire d'autres romans à mystère, d'autres detective novels, mais ce ne seront structurellement que des répétitions de tous les cas qui existent déjà. Dans une nouvelle intitulée « Le sentier au chemin qui bifurque » et qui est inclus en France dans le recueil « Fiction », le détective est la victime parce qu'il a résolu l'énigme, parce qu'il a trouvé la bonne interprétation, il est exécuté. L'anthropologue Jolle rattache les romans policiers, pas seulement les detective novels, tous les romans policiers, à l'archétype formel de la devinette. Lire un roman policier, c'est jouer à la devinette. Et la visée de ce jeu est initiatique. Il s'agit d'un rite initiatique. Au terme de cet exposé, jouons donc devinette, et je vous pose la question, qui a volé la lettre, finalement? Eh bien, en littérature, chers collègues, c'est élémentaire, c'est l'auteur, mais avec votre complicité, bien sûr. Merci.